Alors, je suis Manu, j'ai 33 ans, j'ai bossé dans le digital pendant une dizaine d'années et j'ai peu fait de voile par rapport à mes deux coéquipiers précédemment, mais ça fait 10 ans que je suis en couple avec PB et que du coup on fait au moins une semaine de NAF par an. Enfin, je dis depuis 10 ans, mais non, pas du tout, parce qu'il a eu son école il y a 4 ans. Donc on va dire qu'il y a depuis 4 ans, je fais 1, 2, 3 semaines de voile par an. Et voilà, donc j'ai appris un peu sur le tas avec eux, enfin avec PB surtout. Et, et voilà, j'ai le mal de mer. Ça c'est assez important à savoir quand tu fais du bateau, c'est est-ce que tu as le mal de mer ou pas, parce qu'il y a plein de personnes qui te disent j'ai mal de mer, je ne mettrai jamais les pieds sur un bateau. Je les comprends. Je les comprends parce que ça peut être horrible, mais d'un côté, des fois tu trouves le confort enfin, il faut sortir de sa zone de confort en fait pour trouver le confort justement. Bon, le fait est que ça ne passe pas au bout de 5 jours, pas pour tout le monde en tout cas. Moi, ça n'a pas été le cas. Alors pour le mal de mer, j'avais aucune idée de est-ce que ça passerait ou pas. Je savais pas du tout si ça allait passer. Et en fait, il y a 2-3 ans, j'ai fait ce qu'on appelle de la kiné vestibulaire. Donc en gros, c'est un kiné qui est spécialisé dans, pas forcément le mal de mer, mais dans les soucis d'oreille interne. Et du coup de déséquilibre, de potentiellement mal de mer. Et du coup j'ai fait ça, en gros la séance c'est 15 minutes où tu mets un casque de réalité virtuelle. Et le kiné t'es comme sur un bateau avec des vagues, et le kiné il peut régler la hauteur des vagues et l'intensité des vagues. Et donc, clairement ça te fout la germe. Mais je sais pas si ça a marché ou pas, mais je pense que ça n'a pas pu me faire de mal. Après ce que le kiné m'a dit, et je pense que c'est ça le plus... c'est le nerf de la guerre, je pense, quand t'as le mal de mer, c'est il faut guérir le mal par le mal. Quand t'as le mal de mer, en fait, il faut naviguer et prendre sur soi pour espérer que le mal de mer passe. Et bon, moi, mon mal de mer actuel a rien à voir, mais rien à voir avec le mal de mer que j'avais il y a quelques années où je mettais à peine un pied sur un bateau, je vomissais en surf, je vomissais en l'air, en parapente, enfin bref, c'était un mal de mer assez important. Et du coup, j'ai fait ça, kiné vestibulaire, et j'ai navigué en fait. Les fameuses 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines par an qu'on faisait avec PB. Et il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais les médicaments qui aident beaucoup. Moi, c'est le scopoderme qui m'a un peu sauvé la vie. Il a eu vraiment l'avantage de réduire considérablement mon mal de mer. Une des raisons aussi de ce voyage, ce qui m'a motivée, c'est aussi, contrairement à mon souhait de faire un grand voyage en van, c'est que le bateau est plus écologique. Après, c'est un grand débat, parce que est-ce que à la construction, quand tu comptes la construction, c'est vraiment écolo? En grande majorité aussi ce côté écolo qui m'a fait prendre la décision aussi de faire la transat, parce que c'était pas sûr du tout, même jusqu'au dernier moment. J'avais vraiment pas envie de prendre l'avion. Pour un côté écolo, ça fait 3 ans que je peux rentrer à La Réunion voir ma famille alors qu'il y a mes parents qui sont là-bas. Je m'appelle Annie, j'ai 28 ans. J'ai rencontré PB en me formant au Glénan et Manu dans la foulée. J'ai commencé la voile, j'en ai toujours fait quand j'étais gamine. Tu sais, les expériences horribles de gamins qui font dans le Nord-Pas-de-Calais en vacances en été, super sexy, alors qu'il fait mauvais et qu'on envoie sur des petits optimistes où tu ne contrôles rien, tu ne sais pas ce qui se passe, tu te fais défoncer parce qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Cerise sur le gâteau, pour revenir à la plage, il y a des marais de 11 mètres, il faut tirer ou pousser les bateaux jusqu'en haut de la plage. Donc ça, c'était mon expérience de la voile étant gamine, et je kiffais pas trop quoi. Et en étant ado, mes parents m'ont toujours poussé, parce qu'eux ils se sont rencontrés sur un stage de voile au Glénan, et ils m'ont toujours poussé à faire de la voile, et ils nous avaient inscrits pour faire du catamaran. J'ai toujours kiffé un peu les sensations de vitesse. Donc le catamaran, ça passait pas trop mal, mais le problème c'est que le petit catamaran en club, quand il y a un peu de vent, ils te font pas sortir, et sinon ils te font sortir un gros qui avait de la pédale. Donc j'ai pas un bon souvenir de ça non plus, parce que je me faisais royalement chier. Et qu'après, fallait repousser les bateaux. Donc voile, ça a commencé très tard. En fait, j'avais une sœur qui était Claire, que tu connais, qui était bénévole en Corse, qui faisait travailler au Glénan. Elle m'a dit, bon ok, tu kiffes pas la... J'étais dans une année de transition, je savais pas quoi faire. Tu kiffes pas la voile, mais viens découvrir les Glénans, surtout viens découvrir la Corse, quoi. Donc je suis allée faire du bénévolat là-bas. J'ai fait une saison de fou où j'aidais un peu à tout, parce que c'est une énorme école de voile, il y a du ravitaillement, Puis tu passes dans une crique, tu passes 1 mois et demi, 2 mois dans une crique paradisiaque au Fazio, à côté de Bonif. Enfin, c'était vraiment le paradis, quoi.
Et je suis rentrée, je fais bon bah ça y est, j'aimerais faire un service civique au Glénan. Je suis allée dans le sud de la France et j'ai commencé là, et puis de là j'ai fait une année de service civique. J'ai enchaîné sur un BPGEPS parce que j'ai rencontré aussi une team au Glénan qui m'a permis de, tu vois, qui m'a donné envie de rester. J'ai rencontré PB et René là-bas, vraiment des super amis maintenant. Et puis on a enchaîné sur le BP, on a enchaîné sur une saison. Et puis après je suis partie en Nouvelle-Zélande et j'ai continué à travailler dans le nautisme. Et puis franchement la Nouvelle-Zélande, tu vois, c'est quand même le paradis de la voile, quoi. C'est connu pour être le paradis de la voile. Et puis il y a le Seigneur des Anneaux. Et les deux font que c'était pas trop mal comme idée pour une destination. Et donc billet d'avion et c'était parti. J'avais regardé 2 minutes les écoles de voile qu'il y avait là-bas à l'époque. J'avais regardé les écoles de voile, je suis arrivée à 7h du mat à Auckland, j'ai posé mes affaires à l'hôtel et il y avait une compétition, un championnat du monde de voile légère là-bas. Je suis allée là-bas, je fais est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Je reviens demain. Donc je suis rentrée à l'hôtel, j'ai dormi parce que j'étais défoncée, il y avait le décalage horaire. Et le lendemain j'étais bénévole et quelques jours après je commençais à bosser dans leur école de voile. Ensuite il y a eu le Covid qui est arrivé. Et pour rester, un peu par hasard, j'ai trouvé un proprio qui cherchait un skipper pour un bateau moteur. Le tour du monde, tu vois, imagine. Tu sais, en fait, quand on s'avait au téléphone, même avec Manu, je disais, imagine. Ou même des fois, je parlais à PV, imagine, on fait un tour du monde à la voile, il va falloir convaincre Manu et tout. Et au début, on réfléchissait pas forcément d'acheter un bateau. On se disait, alors comment on y va? Est-ce qu'on fait du bateau stop? Est-ce qu'on trouve un proprio, tu vois? Est-ce qu'on se passe en mode équipier? Et au final, ça devenait compliqué, tu vois, à 3 pour être confortable pendant 1 an et tout. Du coup, voilà, Manu est entré dans le jeu et voilà, on a commencé à regarder les bateaux et tout. Et ça s'est fait comme ça. Franchement, c'était ouf. Et ça s'est pas fait si tôt que ça. Honnêtement, sans trop me poser la question, moi j'étais là, bon bah, Manu a fait la traversée de toute façon. Avec nous. Là, moi, c'était rentré, c'était intégré déjà. Même si je savais potentiellement aller regarder les avions et tout, non, c'était déjà intégré. Il n'y avait pas trop de questions. Non, mais je le sais parce que Manu, elle se lance des défis et que c'est une warrior et qu'elle va au bout de ses défis, quoi. C'est pour ça, je pense que j'avais pas trop de doutes. Je crois que je l'ai un peu toujours su. Mais tu vois, j'avais refait un stage au Glénan à 18 ans. Toujours été plus côté sensation que théorie. Parce que je te disais la dernière fois, tu vois, si je bosse pas en cours, c'est pas pour bosser en dehors, que ce soit à l'équitation ou en voile, quoi. Et je m'étais retrouvée avec des gens qui voulaient passer plus de temps à faire des topos marées, des trucs comme ça, des calculs de marée, des trucs que naviguer pour de vrai. Et puis il n'y avait pas beaucoup de vent en plus, mais au moins tu peux t'amuser un peu. Donc ouais, j'avais vraiment pas kiffé ça non plus. Ça avait été compliqué, je me suis dit. Et là, je m'étais vraiment dit, mais en fait, la voile, c'est vraiment pas pour moi à ce moment-là. 18 ans, je me suis dit ça, j'en ferai jamais, quoi. Donc bon, la Corse m'a sauvé. PB pour Pierre Benoît, j'ai 33 ans. Mon expérience de la voile, elle a commencé tout petit, en famille, à faire des croisières en Bretagne, en Méditerranée. Ma première croisière en famille, où j'ai pris mon premier quart, c'était à 8 ans, au Baléares. En famille, hyper sympa. Et puis dès que j'ai eu l'âge, j'ai commencé à faire des stages d'optimiste, de laser, de kata pendant les vacances en été. En Bretagne toujours. Et puis ça a été un peu de côté pendant mon collège et mon lycée parce que en région parisienne, un peu loin de l'eau, difficile. Et puis pendant mes études, ça m'est revenu fort avec les assos étudiantes, avec les possibilités de trouver un peu des sous, des sponsors pour aller faire des courses à droite à gauche. Et puis après mes études, c'est devenu carrément mon métier parce que j'ai décidé de passer un monitorat de voile et un BPGEPS dans la foulée. Donc, j'ai toujours navigué, mais de manière professionnelle depuis 2017. J'ai été diplômé en 2017. Et puis depuis ce diplôme, j'ai bossé en école de voile, j'ai monté une école de voile, j'ai formé pas mal de personnes sur des bateaux monocoques, multicoques de 8 mètres à 15 mètres, quoi, 15-16 mètres. L'année dernière, en 2023, au printemps 2023, j'ai aidé des clients à ramener leur bateau qu'ils venaient d'acheter aux Antilles et à le ramener à Port-Camargue, donc un transat retour sur un kata de 45 pieds. C'était pas mal. Dans le cadre de l'école de voile qu'on a monté avec des copains, on essayait d'avoir
un volet un peu école de voile classique où on apprend à monsieur, madame, tout le monde à naviguer, puis aussi un volet un peu associatif où on aidait des causes un peu à part. Et donc dans ce cadre-là, on a aidé des jeunes étudiants d'une école d'ingénieurs à Grenoble qui montaient un projet sur une année de césure pour aller faire de la sensibilisation à la pollution plastique autour de l'Atlantique en bateau. Et donc ils nous ont appelés en ayant à peu près jamais navigué, en nous demandant si 8 mois plus tard ils seraient prêts à partir traverser l'Atlantique sur leur propre bateau. Donc on a trouvé ça un peu challenging, un peu rigolo, donc on les a suivis et on les a aidés. Et moi je les ai accompagnés dans leur formation académique et technique, on va dire, et puis dans le choix du bateau, la préparation, enfin, l'achat, la préparation du bateau, technique, et puis je les ai accompagnés jusqu'aux Canaries. J'avais jamais trop eu envie de faire de transat jusque-là. Et puis en fait, le fait de partir avec eux, là, avec ces jeunes, de sortir de Méditerranée au mois de novembre où il pleut, il y a de l'orage, il fait froid, et puis d'aller vers le beau temps, de passer Gibraltar, et puis de longer les côtes marocaines et d'arriver aux Canaries mi-décembre, et d'être en t-shirt, short, claquettes. Et tu te dis, c'est pas mal quand même. Et puis bah là, je les ai laissés prendre leur envol parce que c'était le deal, fallait qu'ils continuent tout seuls évidemment. Puis je suis rentré en avion et j'ai mis 1 heure et demie à faire ce qu'on avait mis 1 mois à faire en bateau, tu vois. Et puis j'ai mis 1 heure et demie à me réhabiller en bonnet, écharpe, grosse doudoune parce que voilà, donc un petit coup de cafard au retour en me disant que ça aurait été quand même bien sympa de continuer la boucle, quoi. Et puis petit à petit, en déconnant, en parlant avec Manu, avec Alice, on s'est dit bah allez, vas-y, chaud, on y va. Et puis un jour, on s'est dit mais pour de vrai, si on le faisait pas, quoi. Si on le faisait. Et puis voilà, après il a fallu, ce qui a vraiment déclenché très personnellement moi le truc, c'est les problèmes médicaux que mon papa a subis ces dernières années. Il préparait un grand voyage en bateau depuis des années. Il avait rêvé de ça toute sa vie, et puis au moment où il était prêt, il a été malade, il peut plus voyager maintenant. Donc, ça fait réfléchir un peu, et donc on se dit que c'est bien de voyager quand on a la caisse. Et une dernière question, qu'est-ce que ça fait finalement de partir dans une aventure comme ça, en sachant que en termes de milles nautiques, c'est quand même toi le plus aguerri, on va dire. Si, il y a une part de responsabilité, mais en fait, avec l'expérience qu'on a cumulée, Annelise et moi, je pense qu'il y a quand même 99% des risques qu'on a écartés dans la préparation du bateau, dans notre manière de naviguer. Il reste toujours une petite part de risque, évidemment, hein. On n'est jamais à l'abri d'une galère, hein, mais ça fait partie du voyage, quoi. C'est la vie. Si tu veux pas de galère, tu restes sur ton canapé. Je m'appelle Lucie et je suis la chérie de Thibaut qui va faire la traversée de l'Atlantique avec Annelise, Pébé et Manu pour amener Flash du Cap-Vert à la Martinique. Nous, ici, on est à Toulouse. Je vais t'amener prendre l'avion dans pas longtemps. En fait, je crois que j'aimerais bien partir avec toi parce que on est vraiment sur une météo de mois de novembre, de milieu de mois de novembre. Il fait gris, il a l'air de faire froid, on a envie de rester au lit toute la journée. Du coup, ça me fait un peu rêver d'un côté. Je suis trop contente que vous fassiez cette aventure ensemble, que vous partagiez ça ensemble. Ça fait toujours renforcer des liens d'amitié, surtout avec des personnes comme PB et Manu, par des aventures comme ça. C'est hyper précieux. Et après, je suis quand même hyper inquiète. Un peu, non pas hyper, mais un peu inquiète. Surtout quand j'ai vu sur Flash News Annelise qui a essayé de réparer la fuite avec la planche à découper en scotchant un truc. Alors j'imagine que c'était une étape intermédiaire. Cependant, j'espère que vous n'allez pas prendre la flotte. Voilà. Et puis je vous rejoins. Vous allez m'amener Flash jusque au spot de mes rêves où ça fait 10 ans que je me dis
un de mes rêves, ce serait d'aller faire du bateau dans les Grenadines et voir les remontas et voir les dauphins et les tortues dans cette eau si translucide. Et du coup, hyper contente que ce soit... en plus, j'aurais jamais imaginé que ce soit des copains qui amènent un bateau avec un projet, que tout ça fasse partie du projet. Et du coup, ça prend d'autant plus de sens. T'as un conseil à nous donner? Ne jouez pas au Uno, je pense. Surtout avec toi, parce qu'ils vont te jeter par-dessus bord. Faut réussir à se dire que c'est quand même... Essayer de se rappeler tout le temps que c'est une chance de fou, quoi. Et de profiter à fond de ces moments-là, même quand c'est des moments un peu durs. Ah là là. Alors, l'objet que je prendrais à bord... Tu veux dire à part le confit de canard? Bah oui, ce qui rentre pas dans le sac. Mais je vais être hyper... Ça va pas être romantique. Enfin, ça va pas faire rêver du tout. Hein. Pour moi, c'est des boules caisses, je pense. Vraiment. Genre, pouvoir avoir des moments de calme sans avoir la mer, sans avoir les bruits du bateau. C'est un peu nul. Mais je crois que c'est vraiment ça.